Dans les Alpes du Sud, Ah ouais, on descend tout là. Là, tu te chausses. Georges, Michel et Jérôme se préparent à dévaler les pistes. Hein? Les chaussures, elles me tiennent pas, moi. Ouais, non. Non, on fait pas les noirs. Il y a des, regarde, il y a des bleus, des... Ouais, tu fais des rouges, des bleus, tout ce que tu veux, mais pas des noirs. Les noirs, elles sont avec le temps qu'il fait, là, c'est même pas la peine, quoi. Il n'y a pas de noirs. Contrairement aux apparences, ils ne sont pas en vacances. Toi qui as fait des recherches là, par établissement, il y a combien de salariés à peu près? Une quinzaine de salariés par établissement à peu près, quoi. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, à 3, ça fait beaucoup. Donc, Ça fait beaucoup, ouais. c'est la station et on... Les 3 hommes sont inspecteurs à l'URSSAF, l'organisme qui collecte les cotisations sociales. Ils partent en chasse contre le travail au noir. On va rechercher donc le salarié non déclaré et vérifier si les heures des salariés sont bien tous déclarées aussi. Vous voyez, on est équipé, on sait skier, on skie et on se déplace partout. Et aujourd'hui, on va profiter du soleil et travailler en même temps. Leur cible du jour, les restaurants d'altitude, situés en haut des pistes de ski. Ah, c'est confortable en plus. Normalement, il y a des trucs pour les petits là. Les petits, ils peuvent pas passer. Tu parles pour moi là? Non, non, les petits enfants. Vous pensez que là, vous êtes attendu ou pas? Là, non, pas du tout. Si on l'était, c'est qu'on s'est fait repérer en bas, mais non, je pense qu'on n'est pas du tout attendu. Il y a un petit vent quand même là-haut. Pas trop, on lève. 1, 2 et 3. Il y a un truc qui bloque. Ça bloque? Non, ça se lève tout seul peut-être. Oh, excuse-moi, Michel. Oh, c'est trop bon là. Je sais pas si je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, j'espère. Quoi? Ouais, parce que là on part là, la station elle est là. Le premier restaurant contrôlé est l'un des plus grands de la station. On dépareille les skis. Situé à 1800 mètres d'altitude, il emploie une vingtaine de salariés. Enfin, je crois que c'est un self. Donc il n'y a pas de serveur. Bonjour monsieur, c'est l'URSSAF, on vient faire un petit contrôle. Ouais. Vous êtes le responsable, le directeur? Alors il nous faudrait le registre unique du personnel. On se met dans un petit coin, comme ça on va avoir tous les salariés. Les inspecteurs viennent exprès en plein coup de feu. C'est l'heure à laquelle ils ont le plus de chances de trouver des salariés employés en extra, susceptibles de ne pas être déclarés. Si vous avez les déclarations de préalable à l'embauche à l'écran, si vous avez des contrats, si vous avez tout, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, pour éviter de gêner le service, on va faire tourner les gens. Ils vont interroger les employés un à un. Alors là, on a Kylian. Bonjour, je suis de l'URSSAF. Ça fait longtemps que vous avez commencé vous? Vous êtes plongeur? Ouais. Le jour de repos? Comment? Le jour de repos. Un jour et demi par semaine. Vous avez reçu un petit papier comme quoi vous avez été déclaré par votre employeur? Contrat de travail, avec le contrat de travail, oui. On va faire ça, comme ça sera pas sale. Allez. Bonjour. Ouais. Je sais. Donc c'est l'URSSAF, on vient faire un petit contrôle. Oui. l'URSSAF PACA. Donc je vais prendre votre nom. Alors, vous faites la saison? Ouais. Donc vous êtes commis, plongeur aussi? Plongeur. On est dans la salle des plongeurs là. Vous êtes en CDD, CDI? CDD. La petite signature là, s'il vous plaît. Donc ici. Ouais. 8h30, 16h30. Désolé pour la signature. Non, mais c'est pas grave. Vous, il n'y a personne, alors je vais vous embêter. En moins d'un quart d'heure, tous les employés sont entendus. Merci madame. Les inspecteurs comparent maintenant les informations qu'ils ont recueillies avec ce qui a été déclaré à l'URSSAF. 11-12-2015. 2015, rue, ok. Il y a un mois, il est rentré. Ouais. Michael. Peut-être qu'elle est rentrée. Elle est rentrée le 12. Non, tout est ok. Bah, bonne saison. Donc après, on va prendre celui-là et on va monter... Pour les 3 collègues, ce contrôle est parfait. Nous sommes rentrés, on a été super bien accueillis par le directeur de l'établissement. Donc déjà, on s'est dit, bon... Déjà c'était un point positif. Après, il avait les plannings, le registre unique du personnel. Tous les salariés se sont prêtés au jeu de façon très, très courtoise. A priori, aucun cas de travail dissimulé.
Une fois au bureau, les inspecteurs vérifieront tout de même dans le détail si tout est bien conforme. Ça commence à souffler là-haut, il y a du vent. Quand il y a la neige, là, c'est magnifique. Là. Pour accéder au deuxième restaurant, le petit groupe doit monter au sommet de la station. Pas grand monde en terrasse là. Ouais, celui qui est là-bas à droite. Le resto aussi. Ouais. Oh, c'est nous. Il y a une super vue à droite à gauche, on est sur une crête là. Cet établissement emploie moins de 10 salariés. Bonjour, c'est l'URSSAF, on vient faire un petit contrôle. Mais non. Mais si. Vous êtes combien en salle 2 Madame en rouge et vous, c'est ça? D'accord. Bonjour madame, c'est l'URSSAF, on vient faire un petit contrôle. Oui. Il faudrait votre identité. Moi, je travaille pas là. Si. L'accueil est plus froid. Elle est pas là. Je travaille pas là, je vais à l'école de ski là. Je travaille là. Il faut que je vous vois deux petites minutes. Pas de soucis, mais je finis juste une Finissez. Donc c'est bon, on a les relevés d'heures des salariés. Les relevés d'heures sont obligatoires. Chaque salarié doit y inscrire ses horaires. 8h15. S'il n'a pas de relevé d'heures. Pas de relevé. Vous remplissez les relevés d'heures, vous? Ça. Où ils sont où? Là, je ne trouve pas, là. Il y a tout le monde sauf vous, là. Ah non, mais ça, effectivement, je l'ai pas rempli, je crois. Ah, donc vous ne l'avez pas rempli du tout? Jamais, depuis le début? Je sais plus, je crois pas, non. Oui ou non? Je ne crois pas, c'est pas une réponse. Non, vous ne l'avez jamais rempli? Et vos horaires au travail, vous les vérifiez comment? Ils sont notés chez moi. Et ici, avec votre employeur, vous les vérifiez pas? Vous pouvez pas les vérifier? C'est-à-dire que mon employeur, c'est mon père, du coup. Ouais, mais ça change rien, c'est votre employeur, quoi. J'ai pas fini avec vous, monsieur? Mais moi, j'ai fini du boulot, quand même. Ben, moi aussi. On s'amuse. Voilà, quand ça commence comme ça. Tu veux qu'on l'auditionne? Je peux vous voir 5 minutes, monsieur? Oui. Donc, monsieur, je suis inspecteur à l'URSSAF, on fait un contrôle dans l'entreprise de votre père, que ce soit votre père ou n'importe qui, ça change rien. C'est pas parce que c'est votre père que vous êtes exempt de vérification. Donc, vous allez pouvoir répondre. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre à mes questions. Ça se fait sous vos consentements. Voilà, parfait. Le jeune homme répond finalement aux questions des inspecteurs. Non, d'accord. Les relevés d'heures, c'est pas parce que c'est votre père, c'est obligatoire pour tout le monde. Faut les faire. Entre-temps, la dame en rouge a quitté le restaurant. Georges la soupçonne d'y travailler comme serveuse. Il interroge le patron. Il y a une serveuse en plus aussi, non? La serveuse en plus, Ouais. c'est ma femme. C'était elle qui était là tout à l'heure, là. Oui, en rouge. D'accord, ouais. Le chef d'entreprise affirme que l'une de ses employées lui a fait faux bond. C'est sa femme, monitrice de ski, qui la remplace. Il ne l'a pas déclaré. Elle a rien? On lui dira filer un coup de main, parce que sinon, Ah, mais j'ai elle peut passé pas, ouais. une annonce. Oui, mais je sais, mais j'ai passé une annonce à Pôle emploi, à croire qu'il n'y a pas de chômeur, j'ai pas de réponse. Ouais, je sais. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais elle fait ça combien de temps? Ah, mais là, le temps, je trouve quelqu'un. Faut qu'elle soit déclarée. Sinon, c'est une infraction pour vous. Je fais comment? Hein? Bah, vous la déclarez, il n'y a pas le choix. Vous, en tant que responsable légal, vous devez la déclarer, vous n'avez pas le choix. Parce que si elle a un accident, c'est vous qui êtes embêté. C'est pas nous, l'URSSAF, nous, ou la CEPAM, on va vous réclamer des cotisations derrière, mais c'est vous qui serez embêté, quoi. Là, il est en situation de travail dissimulé. Ouais. Il y a une situation de travail dissimulé par non-déclaration de la monitrice de ski, et après, on regardera pour le fils des heures, quoi. Pourquoi celui d'en bas déclarerait tout le monde et pourquoi lui ferait travailler sa femme ou son fils? Enfin, sa femme totalement dissimulée, alors que l'autre en bas déclare tout. Donc là, vous voyez, vous touchez du doigt ce que c'est la concurrence déloyale. Les inspecteurs vont transmettre un procès-verbal au procureur de la République. Le chef d'entreprise risque un redressement et des sanctions pénales. Cet hiver, sur l'ensemble des cafés et restaurants contrôlés dans les stations des Alpes du Sud, un tiers a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé. En France, tout secteur confondu, la dissimulation d'activités et d'emploi de salariés représenterait chaque année un manque à gagner de près de 20 milliards d'euros pour l'État. Sans cette fraude, il n'y aurait plus de déficit de la sécurité sociale. À Toulon, aux abords des chantiers, un homme est à l'affût. Noël Kippour, inspecteur du travail, est en repérage. Donc voilà.
Alors, sur ce chantier, Sa mission, débusquer les infractions. alors, il s'agit de qui? Pas de panneau de chantier, a priori. Que le panneau du permis de construire. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Premier indice suspect pour l'inspecteur. Il n'y a pas de panneau avec le nom des entreprises qui interviennent. Et là, on voit qu'il y a un gars qui est en train de vider. Donc ils en sont au vide sanitaire. Ça, je pense que c'est un chantier qui est intéressant à contrôler. Parce que là, il semble mal structuré. Donc quand c'est mal structuré, vous voyez, mal structuré, donc ça veut dire que le maître d'ouvrage ne fait pas beaucoup de vérifications, organise pas grand-chose. Donc ça, c'est un chantier qui est très propice au travail illégal en plus. Dans le secteur du bâtiment, une entreprise sur 7 aurait recours au travail dissimulé. C'est un secteur qui est assez émietté au niveau économique. Les prix aussi, hein, les prix au niveau des marchés sont de plus en plus tirés. Bah, du coup, c'est un secteur qui est propice hein, parce qu'on y trouve énormément de fraude. Donc, celui-ci. Alors, attention, parce que là, il y a du monde là, dehors. Donc, ils vont nous voir. Bon, il y a rien que l'installation électrique qui passe par l'arbre. Ça, c'est déjà très suspect aussi. Puis là, bon, on peut remarquer que il est midi passé, la grue a bien sonné. Une partie des ouvriers sont allés manger, mais on voit que ceux qui s'occupent du gros œuf continuent à travailler. Et puis voilà, vu ce qu'ils font, ils n'ont pas l'air de faire quelque chose de spécialement urgent. Il y en a quand même quelques-uns. Ce qu'on suspecte toujours hein, dans ce type de situation, c'est qu'au niveau de la durée du travail, il n'y a pas de respect de la réglementation française, en particulier sur tout ce qui est heures supplémentaires. Donc évidemment, c'est intéressant de les observer en train de travailler pendant la pause de midi. Bon, bah, c'est bon, là, il faut qu'on vienne contrôler. Ça va être un beau chantier, ça. Au total, Noël et ses collègues de l'inspection du travail ont répertorié une quarantaine de chantiers suspects dans le Var. Pour les contrôler, ils vont mener une action d'envergure dans tout le département. Une opération à laquelle participe aussi l'URSSAF. Donc, les deux zones qui ont été privilégiées pour faire donc, cette action mixte, hein, donc ça va être l'espèce de couloir qui descend hein, de la route du Revest jusqu'au Morillon. On fait comme d'habitude, on réunit les entreprises dans un seul lieu et on contrôle par entreprise. Alors après, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des chantiers qui peuvent être étendus. On n'insiste pas si ça se passe mal. Non, puis c'est pas la peine de... Voilà. Si on a un problème, on sort du chantier. Hein. Puis après, on avise les forces de l'ordre. Après. Depuis quelques années, les inspecteurs ont dû s'adapter à de nouvelles formes de travail illégal, plus difficiles à démasquer. On a surtout maintenant de vraies filières. C'est devenu, pour nous, c'est un sujet d'ailleurs de réflexion hein, au niveau des services, c'est que c'est devenu des organisations économiques. Ok, tout est clair. Ce type d'opération a lieu 2 fois par an. Elle mobilise une dizaine d'équipes qui vont agir simultanément. Parmi elles, celle de Noël. On verra après, mais je ne suis pas sûr que ce soit un marché public. Et celle d'Alain, responsable à l'URSSAF. Nous, on est avec Joly. Oui. Et... Là, c'est bon. On les envoie sur un chantier où ils doivent normalement les trouver aussi. Si on fait les 3, c'est bon. On est parti. Il y a une déclaration de paix ici, là. Leur cible, ce sont les entreprises qui emploient des ouvriers européens de manière abusive. On les appelle les travailleurs détachés. Pour ne pas perturber leur travail, les enquêteurs nous demandent de les suivre en caméra discrète. Bonjour. Inspection du travail, URSSAF, pour un contrôle. Monsieur, inspection du travail, URSSAF, c'est pour un contrôle. On va prendre vos identités. Carte d'identité, s'il vous plaît. Très vite, Noël s'aperçoit que la plupart des ouvriers sont employés par une société d'intérim étrangère. Slovaque. Les entreprises de l'Union européenne ont le droit de faire travailler leurs employés en France, mais à une condition, que cela soit temporaire. Parlez français? Un petit peu. Ça fait longtemps que vous êtes en France? Ça fait longtemps que vous êtes en France, que vous travaillez en France? 2 années de travail, après 2 mois en Slovaquie. D'accord. Donc vous travaillez 2 ans et 2 mois en Slovaquie? Oui. D'accord. Avant 10 années. Ça fait 10 ans? 10 années. 10 ans que vous travaillez en France. Quand on a des salariés qui nous disent que finalement ils viennent faire du travail temporaire depuis 10 ans
Il y en a un qui m'a déclaré qu'il il travaille 2 ans, puis il repart 2 mois en Slovaquie, il revient 2 ans, ainsi de suite. Quand on est dans ce type de situation, on se dit tout de suite, voilà, on est sur une fraude. Monsieur, vous parlez un petit peu français, vous m'avez dit, hein? Vous allez voir. Le nombre d'heures que vous faites par jour. Je travaille lundi, vendredi. Lundi au vendredi, 8 heures par jour. Du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'heure qui dépasse? C'est comme un peu travailler samedi. Alors vous travaillez tous les samedis un peu? Oui. Ou un peu quelques samedis? Tous les samedis? Oui, un peu. Tous les samedis, combien? 2 heures, 3 heures, 4 heures? Pour finir le matin, 8 heures, c'est fini en 3h30. C'est pas un peu ça. C'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est presque une journée. En fait, vous travaillez du lundi au samedi. On est d'accord. Ces heures supplémentaires sont-elles payées? C'est ce que vont vérifier les inspecteurs. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Toulon, Alain et ses coéquipiers contrôlent un autre chantier. C'est la première fois qu'il y a des salariés de l'entreprise roumaine qui viennent? Des fois, parce que ça dépend du chantier. Non. Question. Oui, ça fait... Plusieurs fois. Oui, plusieurs. Voilà. J'essaye de poser des questions simples, donc des réponses simples. Voilà, c'est tout. Cette fois, les ouvriers sont employés par un sous-traitant roumain. Et qu'est-ce qu'ils font pendant les temps de non-travail quand ils retournent en Roumanie? Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas en Roumanie, hein. Donc ça fait 3 ans qu'ils viennent ici pour bosser, là-bas ils ne bossent pas. On va peut-être avancer. On va voir le logement. Les salariés sont tous hébergés sur place, dans un appartement de la résidence qu'ils rénovent. Bon, la cuisine, apparemment, écoutez, ils ont ce qu'il faut, hein, de pouvoir faire chauffer leur repas, la vaisselle, de l'eau. Là, c'est correct, plutôt? Ouais, voilà. Donc là, il y a des chambres, moi, je me permets de regarder. C'est bien parce que des fois, on voit des choses. Par exemple? Là, il y a des fois des personnes qui peuvent être hébergées dans des caravanes, mais il n'y a pas forcément toutes les conditions qui sont réunies. Hein. Au moins de quoi pouvoir se laver. Parfois, il n'y a pas de sanitaire ou... Oui, des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de sanitaire. Hein. Les conditions de logement sont correctes, mais les salaires, eux, sont bien loin du minimum légal. Ah ben voilà, c'est ça. En salaire, c'est combien de déclarés? 237 € Par mois? Ouais. 237 € par mois, 6 fois moins que le SMIC. Qu'est-ce qu'on leur verse en France pour vivre? Le salaire, c'est tout. Mais quoi? Et ils partent, là ils sont partis, ils ont eu une avance ou quelque chose? Et ils ont touché des avances, un petit peu. Les données, je ne sais pas. Combien vous demandez là? Qu'est-ce que vous avez dans ton bagage? 300 €. 300 € pour partir pour 3 semaines? Et pour manger. Pour manger. D'accord. Des indemnités de repas, en plus de leur salaire. En tout, les ouvriers toucheraient environ 600 € par mois. C'est une histoire d'argent. C'est parce que c'est à moindre coût, donc toute la chaîne va répercuter ses bas coûts et à la sortie, ça permet de décrocher des marchés. C'est un préjudice fiscal, c'est un préjudice social, c'est un préjudice à tous les niveaux. Humain également, ça il ne faut pas l'oublier, c'est un préjudice humain. Vous êtes en Roumanie avec vos 2 enfants, votre femme, tout va bien. Allô, tu viens de travailler en France? Et vous venez en France. Il y avait d'autres ouvriers comme vous. C'est ça. Alain suspecte l'entreprise roumaine de n'avoir aucune activité dans son pays. D'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont leur contact en France, avec des numéros de portable bien français. Donc c'est de France qu'on les appelle pour dire venez travailler. Donc apparemment, il n'y a pas de structure là-bas. Ils n'ont jamais travaillé en Roumanie. On va procéder aux vérifications, mais il y a de fortes chances que ça aboutisse à un constat de travail dissimulé. Leur enquête ne fait que commencer.
Nous allons suivre leurs investigations pendant plusieurs mois. Dans quelques instants, les inspecteurs du Var vont avoir une drôle de surprise. Il est au RSI depuis le 2 mai 2011. D'accord. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Et vous allez découvrir des caisses de restaurants totalement truquées. Celui-là, par exemple, 37,60, un café, un détail, une infusion. Si le montant vous plaît, vous voulez sortir ces 37,60 €. Ouais. Annulation de ticket, hop. Il n'est plus dans la liste, il disparaît complètement. L'emploi abusif de main-d'œuvre à bas prix crée de la concurrence déloyale pour les petites entreprises du bâtiment qui tentent de s'en sortir sans tricher. Dans le village de Cuers, dans le Var. Alors moi, je vais travailler ici derrière, alors on va commencer par là. Jean-Marcel Giofredo rénove cette vieille bâtisse. Un petit chantier que l'artisan plâtrier a remporté grâce à son savoir-faire. Mais depuis quelques années, il a de plus en plus de difficultés à s'aligner sur les prix du marché. Alors la concurrence actuelle, la plus qui m'ennuie, c'est la concurrence des travailleurs qui viennent de la communauté européenne. Valentin, on va faire le dessus là, ouais, s'il te plaît. Ouais. Et notre client, lorsqu'on demande un prix, qu'on me demande un total TTC, et que je leur fournis mon total, et qu'eux, ils arrivent avec le même total à moitié prix, de suite, on a compris qu'il y a un problème, quoi. Trop cher face à cette concurrence, Jean-Marcel envisage de devoir se séparer de son unique salarié, Valentin, avec lequel il travaille pourtant depuis 9 ans. Donne-moi une petite cale entre la brique, s'il te plaît. Voilà, très bien, merci. On s'entend très bien, c'est un bon gars, mais malheureusement, ça me fend le cœur parce que je ne sais pas, dans 3 mois, qu'est-ce qu'on va en faire. Ça, c'est gênant. Je sais qu'il aura droit au chômage, mais ce n'est pas une solution, quoi. C'est pas une solution qu'on doit donner aux jeunes. Le jeune doit travailler, il doit cotiser pour la retraite pour nous, mais malheureusement, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Normalement, quand on signe un CDI, on se dit, ben voilà, maintenant, moi, personnellement, j'ai fêté ça parce que pour moi, c'était mon emploi stable et ma stabilité. Et en se disant qu'on ne sait pas si du jour au lendemain, finalement, avec un CDI, on ne sait pas si on va être gardé ou pas. Rester à la maison, ou c'est pas quelque chose qui me... Comment faire? Je sais pas. Je sais pas. De nombreux artisans, ils me disent, moi je vais travailler au black, j'en ai ras-le-bol. Mais... Vous n'avez pas envie de le faire? Non, parce que voilà, comme je dis, j'ai encore 10 années à tirer, je vais arriver à ma retraite, je fais confiance encore à l'État, je fais confiance à tout le monde. Mais je sais pas. Voilà. Je sais qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai encore cette chance-là. Demain, je sais pas. Jean-Marcel espère pouvoir garder Valentin aussi longtemps que possible. Pour l'instant, son carnet de commandes lui assure du travail pendant 3 mois. Après le bâtiment, le secteur de l'hôtellerie-restauration fait partie des plus touchés par le travail au noir. La principale raison, beaucoup d'espèces y circulent. Dans le quartier du Marais, à Paris. Le restaurant de Xavier de Namur tourne à plein régime. Bonjour. C'est pour vous, ça. Ah, merci beaucoup. Il faut arrêter de travailler, il faut manger. Hein. Bon appétit. J'amène du pain tout de suite. C'est un plat du jour, voire garçon. C'est avec du riz à la place du couscous et un bœuf bourguignon avec un verre d'antidote. 3 plats du jour, une complète végétarienne, 1 litre de badois, un coca light, 2 verres de macron solutré. Les affaires ici, oui, ça tourne très fort depuis plus de 20 ans. Ça a toujours tourné très très fort. Je fais plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand j'ai repris, donc c'était en 96, il y avait 2-3 salariés, il y en a 35 ici aujourd'hui. Tout est déclaré? Ah oui, tout est déclaré. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Lorsqu'il a démarré dans les affaires, il y a 27 ans, Xavier a d'abord acheté ce petit bistrot parisien. Bonjour Hassan, vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Je vais prendre un petit expresso, s'il vous plaît. À l'époque,
Le propriétaire vend son affaire 900 000 francs. Enfin, officiellement. On est en 89, quand d'abord je signe un compromis ici, j'ai 26 ans. Et donc on se retrouve au comptoir avec le propriétaire qui est vendeur. Et voilà, il va me proposer un deal en me disant, voilà, ça sera 1,8, 900, 900. Ce qui veut dire 1,8 million déclaré en francs à l'époque, et il faudra donner la moitié en espèces. 900 000 francs, soit l'équivalent de 136 000 €, qui ne seront donc jamais déclarés au fisc. Xavier réussit à trouver cette somme en liquide. C'est alors le début d'un cercle vicieux, où pour rembourser ses créanciers, il va prendre de l'argent dans la caisse. Vous n'avez pas le choix parce qu'il y a eu dans le deal des espèces. Donc vous rentrez, vous êtes dans un engrenage. Grosso modo, la première année, on va faire 20% de partie occulte. C'est une sorte d'économie parallèle qui existe et vous n'avez pas le choix. Pour dissimuler une partie de leur chiffre d'affaires, sans éveiller les soupçons, certains commerçants ont un système bien rodé. Leur secret, les caisses enregistreuses. Équipées de logiciels frauduleux, elles permettent d'effacer les recettes enregistrées en quelques clics. Nous avons voulu savoir comment fonctionnait ce type de caisse. En prétextant vouloir ouvrir un commerce, nous prenons contact avec un restaurateur qui vend la sienne. Il nous donne rendez-vous chez lui. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est pour quelle utilisation? En fait, ce que j'ai expliqué à votre associé, c'est pour faire sandwich riz saladerie. Ouais. Avec paiement au comptoir, il n'y a pas de service en salle. Vous avez déjà bossé avec? Ah non. C'est assez facile. Oui, bah après, et puis l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment le paramétrer comme vous voulez. C'est très facile d'émarger les produits. C'est-à-dire? Ah. Non officiel. Ouais. C'est très important. Hein. Oui, bah. Se mentir, il faut en faire. Hein. Ce qui est toléré dans le métier, c'est jusqu'à 25% à peu près par jour. Tout coûte relativement cher. Pour ça, si vous avez des employés, etc., c'est vivement recommandé d'en faire. Et comment vous faites alors? Vous pouvez me montrer justement. Annulation de ticket avec cette clé. Vous mettez... Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé, qui vous sauve la vie. C'est la clé 0, ça s'appelle ça. D'accord. Clé 0. Cette clé permet de faire disparaître les recettes enregistrées. Fichier DTT, lecture de la journée. Donc là, c'est les recettes de la journée. C'est les recettes, c'est la TVA, tout ce qui vous intéresse. Ouais. On a fait 125 €, petite journée, bref. Donc là, vous avez toutes vos tables, tous les tickets qui ont existé à un moment donné. Celui-là, par exemple, 37,60 €, un café indé quand même infusion. Si au montant vous plaît, vous voulez sortir, c'est 37,60 €. Ouais. Annulation de ticket, hop. Il n'est plus dans la liste, il disparaît complètement. D'accord. Ça veut dire, en fait, on annule carrément des tables entières à peu près d'un montant qu'on veut émarger, quoi. Exactement. Par exemple, cette table, vous l'annulez. Annulation de ticket 3, oui, hop. On ressort une lecture. Et ça, après, c'est la lecture du jour. Voilà, en fait, vous avez déclaré aujourd'hui 76,70 €. C'est le même. En quelques minutes, le chiffre d'affaires du jour passe donc de 125 € à 76 €. C'est cette recette revue à la baisse qui sera déclarée. De toute façon, une fois que c'est fini, fin de journée, c'est le plus important, c'est qu'il faut tout flasher. Initialisation, hop, ça prend un petit moment. C'est fini. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Si vous il n'y a plus rien en mémoire. Il n'y a plus rien en mémoire. Boum, là, vous flashez tout, il n'y a plus rien. Le lendemain matin, le serveur, il arrive, il commence sa journée, il est au courant de rien. Il faut le faire, il ne faut pas se mentir, il faut le faire. Votre société va générer un chiffre d'affaires, vous allez gagner de l'argent, vous allez vous reverser des dividendes, vous allez être imposé dessus. Dès qu'ils peuvent, partout où ils peuvent, ils prennent de l'argent. Ouais. Donc essayez un maximum d'en garder pour vous sur lequel vous n'allez pas être taxé. Ouais. Voilà. Bon bah merci. Hein. Dissimuler une partie de son activité est une fraude à la fois sociale et fiscale. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Pourtant, les commerçants qui ont recours à ces pratiques n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils encourent. Comme ce patron de restaurant qui a utilisé pendant 3 ans un logiciel frauduleux que lui aurait fourni l'installateur de sa caisse. Il m'a proposé donc un outil, une clé USB en fait, qui se branchait sur la caisse, qui ouvrait un petit programme en fait, et ce programme permettait de retoucher les données informatiques
enregistrés dans le logiciel. Ça faisait partie de l'installation entre guillemets. Suite à un démarrage difficile, le jeune chef d'entreprise et son associé dissimulent 5 000 € de recettes chaque mois pour se rémunérer au noir et alléger leurs charges. Vous avez eu un contrôle? Un contrôle fiscal. Ils sont venus copier l'intégralité des données informatiques qu'on avait dans la caisse et on ne s'est pas du tout inquiété. Non. On a même continué de prendre nos petits pourcentages. Voilà. Et après, en fait, 6 mois plus tard, on a eu la police judiciaire qui est venue directement dans le cadre d'une enquête pour fraude, blanchiment d'argent en bande organisée, manipulation de données informatiques. Enfin, on a eu plein de chefs d'inculpation comme ça. Là, eux, ils sont venus, ils ont carrément fait une perquisition, pris la caisse, pris toutes les données. C'est à ce moment-là, vraiment, qu'on a réalisé que c'était super grave, quoi, clairement. Les manipulations de données, censées être indétectables, ont en fait été retrouvées après un long travail d'investigation. Ils ont retrouvé tout ce qu'on avait effacé. Ça, c'est tous les tickets qui ont été modifiés et les montants des tickets et les dates et heures de modification. Ici, là, par exemple, on fait des encaissements le 27 mai. Et après, on va venir le 3 juin retirer avec la clé tout cet argent-là des tickets du mois de mai. En fait, ils ont retrouvé en fait, tous les tickets jour par jour. Et au total, ça fait combien? 126 000 €. En comptant les pénalités, le restaurateur va devoir verser près de 250 000 € à l'État. Et vous êtes en capacité de payer cette somme? Comment vous allez faire? Alors là, pas du tout. C'était notre revenu, entre guillemets. C'est un métier qui n'est pas facile. On prend de l'argent, on se dit de toute façon, c'est nous qui l'avons gagné, c'est notre argent, il n'y a pas de raison. Et donc on ne s'est pas enrichi avec cet argent-là, on n'a pas acheté de voitures, de tableaux, de bijoux. Donc aujourd'hui, cet argent, il a été consommé en fait dans le quotidien. Le chef d'entreprise tente de négocier avec le fisc le montant des pénalités. Chaque année, la fraude aux caisses enregistreuses représenterait un manque à gagner pour les finances publiques de près de 10 milliards €. Alors l'État a décidé de réagir. D'ici 2018, les commerçants doivent s'équiper de logiciels de caisse ultra sécurisés. Ces nouveaux logiciels devront être certifiés par des sociétés comme celle de Jean-Louis Michel. Bonjour, Jean-Louis Michel. Donc on a quelques vérifications. Bien sûr. Donc, Le patron de cette brasserie parisienne est l'un des premiers à utiliser ce type de logiciel sécurisé. Si le restaurateur supprime ou tente de supprimer des informations, le logiciel va le détecter, va le tracer. L'objectif, c'est qu'un contrôleur fiscal puisse obtenir l'ensemble des données du système sans avoir beaucoup de manipulations à réaliser. Donc maintenant, on va faire une opération un peu spéciale. Ouais. Donc là, je vais vérifier que les données n'ont pas été modifiées. Donc je vérifie et il n'y a aucune trace frauduleuse. Parfait. Bon, ça me semble aussi conforme à ce qu'on attend. Désormais, les contrôleurs fiscaux n'auront donc plus besoin d'effectuer un long travail de recherche informatique pour récupérer les éventuelles données effacées. Même si on croit qu'ils ne nous voient pas, ils nous voient, hein, faut pas rêver. Donc non, pour moi, c'est important, oui, bien sûr, oui, pour être dans les clous, pour être tranquille. On peut dormir un peu, quoi, hein, je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Cela fait maintenant près de 15 ans que Xavier de Namur, lui, dort sur ses deux oreilles. L'ancien tricheur repenti possède aujourd'hui 5 cafés-restaurants à Paris, dont ce bar littéraire. 6 abracadabrantesques, 12 rullis. Sur les étagères, son propre livre. Il y raconte son parcours et se présente comme le chevalier blanc de la profession. Le secteur est pourri, je le sais bien. Je n'ai pas attendu le rapport de la Cour des comptes qui évalue à plus de 20 milliards d'euros pour découvrir la fraude sociale, que j'ai d'ailleurs un peu pratiquée avant de piger que c'était un risque pour ma société et une cata pour la société. C'est une prise de conscience que vous avez eue là C'est l'idée du titre.
et si on se mettait enfin à table. C'est pas l'idée de l'expiation du péché, non, non. C'est l'idée de dire les choses pour avancer. C'est-à-dire l'idée de dire les choses, d'avouer, de s'être trompé ou d'avoir fait des erreurs. Et puis, à partir de là, on trouve des solutions, on avance. Et on se dit, tiens, peut-être on pourrait faire autrement. Peut-être que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais tout d'un coup, je comprends les mécanismes qui m'ont amené à faire ça. Et faudrait peut-être faire changer ces mécanismes de base. Souvent, les gens disent, en gros, il y a trop de charges, quoi. Mais il y a trop de charges, pourquoi? Compte tenu qu'il y en a une partie, il y a une partie d'entreprises ou de citoyens qui ne payent pas leurs impôts, leurs charges, il est clair que ça oblige d'autres à payer plus. Et donc, en fait, finalement, tout le système est vicié et il n'est pas viable. Xavier de Namur espère qu'il est encore temps de sauver notre protection sociale. Les vices du système, Noël Kippour les connaît bien. À l'inspection du travail du Var, il poursuit l'enquête sur l'entreprise roumaine qui emploie des ouvriers sous-payés en France. Tout est un problème par rapport à ce dossier. On a plein de choses qui s'accumulent. Mais là, c'est clair que la rémunération, c'est le cœur du problème. Voilà, ici, c'est le contrat de travail des salariés roumains, donc rédigé en roumain, normal. Le salaire de base brut au mois est donc de 1050 lei. 1050 lei, la monnaie roumaine. Cela revient à moins de 250 € par mois. Ça, c'est pas du tout conforme au minima. C'est-à-dire que c'est conforme en Roumanie, mais ça peut pas aller en France. En France, c'est combien? En France, on serait au minimum, c'est dans les 1456 €. Comme l'entreprise est roumaine, elle verse ses cotisations sociales en Roumanie. C'est légal, seulement si elle a une activité dans son pays. Pour le vérifier, Noël a fait une demande auprès de la Direction générale du travail. Allô? Oui, bonjour. Noël Kippour de l'Union. Leurs agents sont en contact avec les autorités roumaines. Oui, bonjour. Je vous appelle à la suite d'un signalement pour la société. Pour une entreprise roumaine, c'est ça? C'est ça, oui. Vous n'avez pas de réponse, c'est parce que la Roumanie n'a pas encore traité votre demande, tout simplement. Je préfère vous dire tout de suite, par rapport d'un pays à l'autre, c'est très variable, la qualité des réponses qu'on peut avoir. De manière générale, avec les pays de l'Est, sur la réalité de l'activité économique, c'est vraiment le sujet sensible, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Noël espère avoir plus de réponses avec le représentant de l'entreprise roumaine qui l'a convoqué. Je vais vous laisser vous asseoir juste en face, là, sur la chaise. L'entretien a lieu en présence des deux inspecteurs de l'URSSAF, Alain et Benoît, qui avaient participé au contrôle. Est-ce que vous avez déjà déposé un bilan, quelque chose? L'année prochaine. Il cherche à savoir quelle est la part d'activité de sa société en Roumanie. De l'ordre de combien votre chiffre d'affaires en Roumanie? En Roumanie, ça dépend. Les prix, c'est variable. Et en proportion, ça ferait quoi? 65, 45. Ça fait 110. Ouais. Non, moi je dis 65%. Ouais. On travaille, on gagne ici. Ouais. Et après, on dit un quart. On a un doute sur le fait qu'il y ait une activité conséquente, suffisamment importante dans le pays d'origine, oui. Par rapport. Et s'il n'y a pas d'activité justement conséquente dans le pays d'origine, ça... Là, on retomberait sur la fraude au détachement, puisqu'en fait, l'entreprise n'aurait été créée que pour avoir des marchés, par exemple, en France. Et vous avez une comptabilité ici? Non, mais à nous présenter? Comptabilité, au niveau de quoi? La comptabilité de la société, un bilan? Oui, je peux prendre un bilan, oui. Ça, c'est les relèves des banques. Non, mais un document comptable... Le représentant roumain devait venir avec les pièces justifiant ses déclarations, mais il ne les a pas apportées. Est-ce que vous êtes en capacité, aujourd'hui, soit par mail ou autre, de nous adresser votre facturation depuis le début de votre activité? Vous comprenez par rapport à nos questions que quand on croise les différents éléments, c'est pas cohérent. Il va falloir qu'on éclaircisse ça. Face à ces incohérences, Alain décide d'appeler l'un de ses collègues de l'URSSAF. Il veut savoir si le responsable roumain a d'autres activités en France. Sinon, vous avez pu... Il est au RSI depuis le 2 mai 2011. D'accord. Ça, c'est incroyable, cette histoire. Tu peux vérifier s'il est employeur, s'il te plaît. C'est clair et net. Ok, non, parce que il parle parfaitement le français. Je me suis dit, le gars, il vient pas de temps en temps en France. Il habite en France. D'accord. Mais c'est le cas. Bon, mais écoute, je te remercie. Bonne journée. À plus tard. Ciao.
Vous appeliez qui là, Alain? Un enquêteur de l'URSSAF à qui j'ai demandé de faire des recherches, parce que quand j'ai vu qu'il parlait parfaitement le français, je me suis dit, lui, il n'est pas occasionnellement en France. Soit il est salarié en France, soit il a une activité en France. Et il s'avère que depuis 2011, il est inscrit au RSI comme artisan. L'homme habite dans le Var et possède également une entreprise de transport domiciliée en France. Un indice de plus qui confirme les soupçons des inspecteurs. Est-ce que vous avez une activité qui est déclarée en France? Oui, et pour ça je vous dis, le transport. Et ça marche pas, là je suis en train de fermer ma société. Le transport, de toute façon, c'est bon. On est d'accord. Il est dans la phase descendante, il sait très bien où il va directement vers la liquidation judiciaire sur l'entreprise de transport, donc il essaye de rebondir. Il a dû se dire, je me mets dans le filon qui est de créer une entreprise en Roumanie pour la faire travailler en France. Enfin, c'est vrai que là, comme ça, c'est un soupçon qu'on peut avoir. Donc on va encore garder contact. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis... Déjà, comme on dit, dans les contrôles, on apprend des pas mal de choses après pour la suite. Ouais, il faudrait le savoir avant. Ok, voilà, merci. Merci. Les inspecteurs vont maintenant entendre le donneur d'ordre, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui sous-traite le chantier. Car lui aussi peut être responsable en cas d'infraction s'il n'a pas été vigilant. Dans quelques instants, les inspecteurs varois vont avoir du fil à retordre. Votre souci, c'est ça, alors? Le souci, c'est notre souci à tous, madame. Hein. Je sais pas, vous payez des cotisations, j'en paye aussi. Et ça permet, le jour où j'aurai un cancer ou quelque chose, d'être soigné. Et à Paris, des salariés vont devoir mener une action coup de poing contre leur employeur. Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui suis victime là-dedans? Non, non, on a des salariés qui sont venus se plaindre parce qu'ils étaient victimes de travail dissimulé. À l'inspection du travail du Var, le donneur d'ordre qui sous-traite son chantier à une entreprise roumaine va être entendu. Il est venu avec sa mère, qui travaille avec lui, et refuse d'être filmé. Le donneur d'ordre, s'il s'est mal prémuni, devient solidaire financièrement. Vous êtes en train de m'expliquer, on est solidaire de ces conneries, quoi. C'est pas possible, quoi. Je vous vois venir sur une espèce de truc de détachement de personnel ou quoi que ce soit. Nous, on a un contrat de sous-traitance en bonne et due forme. Madame, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Savary. Vous la regardez et vous regardez ce qui est marqué dedans. Ouais, mais si les mecs font n'importe quoi, je peux pas, moi, faire la police. C'est un chantier à 1 million d'euros pour la sécurité sociale, l'URSSAF. Il y a 0 qui rentre. 0. Donc ça, votre souci, c'est ça, alors? Le souci, c'est notre souci à tous, madame. Hein. Je sais pas, vous payez des cotisations, j'en paye aussi. Et ça permet, le jour où j'aurai un cancer ou quelque chose, d'être soigné. Voilà, ça coûte une blinde. Et qui c'est qui paye? C'est moi, c'est vous. Là, pas des sous, c'est pas pour moi, madame. Hein. Finalement, les inspecteurs ont eu la confirmation que l'entreprise roumaine n'avait aucune activité dans son pays. Le représentant roumain risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour travail dissimulé, en plus d'un redressement à l'URSSAF. S'il est en incapacité de payer, c'est le donneur d'ordre qui devra le faire. Parfois, ce sont les salariés eux-mêmes qui se battent pour être employés dans les règles. Ça va? En forme? Bonjour madame. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? À Paris, Marilyn Poulain défend les droits des travailleurs étrangers. On y va? Le petit groupe de militants et de sans-papiers investit cette pizzeria où travaillent 5 employés dans l'illégalité. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On occupe le restaurant, il y a une grève qui est déclenchée. La responsable du restaurant, elle, affirme être en règle. C'est toujours les personnels qui ont le droit. C'est moi qui suis victime là-dedans. Et vous, vous êtes venus là pour occuper mon restaurant? Non, non, on a des salariés qui sont venus se plaindre parce qu'ils étaient victimes de travail dissimulé. Pas du tout. C'est-à-dire une partie du travail qui n'est pas déclarée. Ils travaillent comme ils doivent travailler avec les horaires qu'ils ont sur le fiche de paye. Mais ce n'est pas la version d'Assen, employé comme serveur. Sur son bulletin de salaire, il est déclaré 76 heures par mois, soit à peine 20 heures par semaine. Vous faites combien en vrai? En vrai, j'ai fait 55 par semaine, quoi. Ah oui. 9 heures par jour, presque 10 heures. Vous êtes payé comment? Partie chèque, Une partie en chèque, une partie en liquide? C'est ça. La patronne, finalement, se couvre.
C'est-à-dire qu'elle déclare partiellement pour faire face à des contrôles. C'est-à-dire si l'inspection du travail et trouve des salariés en poste, c'est une bonne manière d'éviter d'être prise la main dans le sac, puisque les salariés sont déclarés à l'URSSAF, en partie, mais ils ne sont pas déclarés à la hauteur du travail qu'ils réalisent. Mais la fraude serait bien plus grave. Comme la majorité des salariés n'a pas de papier et donc pas le droit de travailler, la patronne leur aurait demandé de fournir de fausses cartes d'identité. Elle était au courant de votre situation? Oui. Depuis que j'ai commencé, elle était au courant. Elle est au courant. Vous étiez sans titre... Sans titre de séjour, sans papier. Pourtant, celle-ci déclare tout ignorer. Ils m'ont menti tous. Et là, voilà. On était sûr que vous alliez nous dire ça, mais excusez-moi, quand vous avez 5 salariés sur 6 qui sont sans papier, comment on peut s'appeler? Ça n'est pas un hasard. Bien sûr que c'est un hasard. Ça n'est pas un hasard que vous ayez 5 salariés sur 6 sans papier dans votre entreprise. Elle a vraiment organisé un système d'abus, de notre point de vue, d'abus de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle recrute des salariés qui sont, parce qu'ils sont dépourvus de titre de séjour, ils s'estiment sans droit. Donc en effet, elle profite de cette situation, clairement. Les salariés veulent contraindre leur employeur à les déclarer correctement pour avoir la preuve qu'ils travaillent à temps plein depuis plusieurs années. Cela leur permettra d'être régularisés. Mais la patronne, elle, refuse de négocier quoi que ce soit. C'est leur tactique, je sais pas. Ils veulent obtenir des choses par cet intermédiaire. On était comme une famille. C'est ce que je croyais. Mais quelle famille? Je me sens violée, franchement, aux gens que j'avais fait confiance. Et là, je ne sais pas quoi dire, franchement. Et ils m'accusent de tout, que j'étais au courant de tout. Comment je pourrais être au courant? Je ne savais même pas que ça existait, un papier qui n'est pas vrai. Je ne savais pas du tout. Et vous seriez prête à faire ce qu'ils demandent, justement, à pas pouvoir du les... tout. Non, pas du tout. Je fais pas du tout. C'est un arnaque. Tant que l'employeur restera, on va dire, sourd, muet et buté, eh ben, on restera là. Hassen et ses collègues ont alerté l'inspection du travail. Ils espèrent que leur patronne va finir par céder. Si certains osent dénoncer les abus de leurs employeurs, de plus en plus de salariés, par peur du chômage, se sentent contraints d'accepter des conditions de travail difficiles. Près de Toulon, les agents de l'inspection du travail et de l'URSSAF se sont levés à l'aube. Laurent, on attaque. Nous sommes réunis ici ce jour pour faire un petit contrôle sur un entrepôt. Les inspecteurs s'apprêtent à contrôler des entreprises de livraison de colis. Ils agissent suite à une dénonciation. Nous avons eu quelques petites doléances depuis quelques mois, entre plus employeurs que de salariés d'ailleurs, comme quoi ils perdent des marchés au détriment de personnes qui frauderaient. Regardez le croquis derrière. Il y a l'entrepôt, parce que l'entrepôt est grand, on va faire qu'une partie. Hein. Christian, dès qu'on arrive, ta première mission, toi, dès qu'on arrive même, tu nous vois arriver, tu rentres avant, tu te places à l'angle là-bas et tu me constates éventuellement toute éventuelle fuite. Et on ne court pas après, hein. On court pas après, tu figes la situation, éventuellement par des photos. Bon, mais tous dans les voitures, on y va, vous me suivez. Et bien on est parti. C'est celle-là, c'est beau. Et ça, c'est tous les camions qui sont prêts à partir. Nous, on va se mettre ici, voilà, et on va rentrer par là. Tu te mets là-bas et tu essaies de prendre tous les trucs. Mais là, il faudrait qu'ils aillent plus vite. Hé, Laurent, Allez, on va se présenter. Bonjour, messieurs. Contrôle URSSAF et direct, opération du procureur de la République. Vous avez un patron là, dans le coin? Il est pas là, il est en repos. En repos? Sinon, qui c'est qui gère tout le truc? Oh, contrôle URSSAF. Contrôle de l'URSSAF. C'est qui le patron là? Bonjour monsieur. Bonjour. Présente, URSSAF. Oui. C'est un contrôle CODAF du procureur de la République. Savoir si les salariés sont en règle. Bon, voilà, c'est tout. D'accord. Dans cet entrepôt, une trentaine de salariés employés par 7 entreprises différentes.
Je ne pensais pas qu'ils étaient autant. Nous sommes samedi, à 7 h du matin. Chaque employé doit récupérer les colis de son secteur de livraison. Oh, vous êtes nuls, tout là! Puis les charger dans sa camionnette avant de partir faire sa tournée. Bonjour monsieur. Vous avez commencé quand vous? Cette semaine ou il y a longtemps? Les inspecteurs suspectent certains employeurs de ne pas déclarer toutes les heures. Que faisiez-vous à notre arrivée? Vous étiez en train de préparer les colis? Mais ils vont avoir du mal à faire parler les salariés. Bonjour, inspection du travail. Pour un contrôle, je vais prendre votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. Par rapport à quoi je suis obligé de donner? Parce que c'est un contrôle, vous devez vous soumettre au contrôle, voilà, c'est pour ça. C'est obligatoire? Ouais, tout à fait. Vous êtes embauché depuis longtemps? Depuis décembre. Décembre. Excusez-moi. Oui. Non. Non, excusez-nous, hein. Mais je comprends. Et le lundi après-midi... Le chef de l'employé va rester jusqu'à la fin de l'entretien. Effectuez-vous des heures supplémentaires? Non. Pas d'heures supplémentaires? Quel est le montant de votre salaire mensuel? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc je ne veux pas le dire. Nous, on ne pourra pas vérifier si vous êtes vraiment bien payé ou pas. Il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Hein. Comme vous voulez. Recevez... Eh ouais, c'est vrai. Il n'y a que l'URSSAF. Il y a eux qui peuvent nous dire... C'est pas évident pour un salarié avec une situation précaire, avec des contrats CDD, de pouvoir dire la vérité, la vraie vérité des heures réellement effectuées. Et donc vous avez des heures supplémentaires qui sont décomptées, qui sont payées? Sur votre fiche de paye, il n'y a pas d'heures supplémentaires? Ok. L'enquête est d'autant plus compliquée que la plupart des salariés ne notent pas leurs horaires de travail. Vous n'avez pas de livret individuel de contrôle? C'est bon ça. Livret individuel de contrôle, ça vous dit rien? Non. Ok. Bah, c'est quoi que vous avez fait? En fait, c'est un livret dans lequel vous rentrez vos temps de travail. Non, c'est non. Aucune preuve écrite, mais quelques salariés affirment travailler bien au-delà de 35 heures par semaine. Donc, vous commencez en général à 5h30, c'est ça? Jusque vers quelle heure? Vous faites des gros horaires, hein, et des grosses amplitudes. J'ai des amplitudes qui sont au-delà de 12 heures, là. Ouais, c'est énorme, ouais. Mais dans le mois, vous en faites un paquet, quand même. Ça dépend, ça dépend. Ces heures-là, elles sont payées? Ouais. Est-ce qu'elles sont majorées? Ouais. À combien? Non, monsieur, je ne m'inquiète pas. Je vous demande est-ce qu'elles sont majorées? C'est-à-dire majorées? Les heures supplémentaires doivent être majorées. Ouais, Ouais, mais vous savez pas quoi exactement? Je regarde pas, en fait, je regarde la paye. Donc si c'est pas bon, ça vous dérange pas? Non, mais ça me convient, en fait, la paye. Ça vous convient? La plupart des salariés ne savent pas lire une fiche de paye, tellement elle est complexe. Ils regardent en gros le net, quoi. Donc lorsqu'ils dépassent beaucoup plus du SMIC, mais ils sont contents. C'est vrai que je regarde pas. Tant que le chiffre en bas me convient, je vais pas plus loin. Est-ce que vous avez déjà perçu une partie de salaire en espèces? Non, j'étais pas dans cette société. D'accord. Vous l'avez? Ah ouais, putain, ouais. D'accord. Ajouter? Quelque chose à rajouter? C'est la première société qui paye réellement les heures faites. Les autres sociétés, c'était folklorique? Ah, il y en a aucun qui paye. Il y en a aucun qui paye. La plupart des sociétés, le samedi, c'est bénévole. Ce salarié travaille depuis une dizaine d'années comme chauffeur-livreur. Il a changé plusieurs fois d'entreprise, jusqu'à en trouver une qui le déclare correctement. Il y a d'autres dépôts où je tournais à 60 heures par semaine. Payé 35 heures. À la fin du mois, ça fait une sacrée liste d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, quoi. C'est comme les patrons ils veulent, quoi. Si on n'est pas content, on dégage et ils prennent un autre chauffeur. Pour déterminer le nombre d'heures éventuelles non déclarées, les inspecteurs devront comparer les auditions des employés avec leur bulletin de paye. À Paris, sur l'île de la Cité, les salariés de la pizzeria qui s'étaient mis en grève se préparent à un rendez-vous important. EDF, quittance des loyers, photocopie des passeports, des photos. Rien, normalement, ils ne vont rien demander d'autre. Bonjour. Leur conflit avec leur patronne est enfin terminé. Ça va? Ouais, très bien. Très bien, merci. Ça a été assez long comme négociation. Ça a duré 25 jours.
C'était pas facile, ouais, pendant 25 jours. Ça se passe comment maintenant avec votre employeur? Au début, c'était un peu dur, un peu tendu, quoi. Un peu tendu. Finalement, elle a reconnu qu'elle les déclarait moins de temps que ce qu'ils étaient payés. Donc elle a rétroactivement modifié des fiches de paye dans le passé, sur l'année qui précédait. Elle a, on va dire, mis les choses d'équerre au niveau du droit du travail. C'est-à-dire que vous avez de nouveaux contrats là? Ouais, on avait de nouveaux contrats. Avant, j'étais déclaré 76 heures par mois. Et maintenant, je suis déclaré à 151 heures. Je suis à 1090, quoi. Ça change beaucoup ouais, bah oui. On peut demander autre chose de la banque, on peut avoir un crédit, quelque chose, il n'y a pas de souci maintenant. Avec une fiche de paye de 500 €, tu ne peux rien faire. On va y aller, ouais. Grâce à leur nouvelle fiche de paye et au soutien forcé de leur employeur, merci, au revoir. Hassan et Aymen ont fait une demande de régularisation pour obtenir un titre de séjour. T'as pas dormi depuis lundi là? Ils ont rendez-vous ce matin à la préfecture. Pourquoi tu stressais ou c'est de... Même si on est sûr qu'on va avoir les papiers, on a toujours les gens que je connais stressent. Ouais, c'est vrai. Ils vont recevoir un titre provisoire les autorisant à travailler en France. Une heure plus tard, les deux hommes ressortent avec le précieux sésame en main. Autorisé de travail, valable 3 mois, en attendant la carte d'1 an. Ça me fait du bien pour bouger, pour faire beaucoup de trucs, pour faire la carte vitale, pour faire la sécurité sociale, les impôts, pour déclarer, pour faire. Ça nous permet beaucoup de choses. C'est une nouvelle vie, peu dur, c'est une nouvelle vie. Ouais. On va fêter ça, mais pas aujourd'hui. On travaille aujourd'hui. On commence à 10h10, donc il est 10h. Faut qu'on se dépêche, quoi. Chaque année, la lutte contre le travail dissimulé permet à l'État de récupérer plusieurs centaines de millions d'euros. Des chiffres qui progressent, mais qui restent une goutte d'eau par rapport aux 20 milliards de fraudes estimées.